Ça y est, nous avons enfin un Premier ministre. Son nom, Michel Barnier. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et vous ne savez peut-être pas non plus ce qu'il nous réserve, mais ne vous en faites pas, la rédaction de Valeurs Actuelles est là pour vous. Tugdual-Denis, rédacteur en chef, et Sébastien Ligné, journaliste en charge de suivre le Rassemblement national, vont nous aider à y voir un peu plus clair. Bon, merci Tugdual, merci Sébastien d'être avec nous pour parler de cette grande nouvelle qu'on attendait tant, la nomination du Premier ministre au nom de Michel Barnier. Michel Barnier qui a quand même un gros CV, 73 ans. Il a été député du RPR, il a été ministre sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, il a été député européen, sénateur. Il a même été candidat à la présidentielle en 2022. Bref. Candidat à la primaire de la droite. À la primaire de la droite. En vue de l'élection. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas abouti. Non. Mais il est arrivé devant Xavier Bertrand quand même. Ouais, il n'y a pas de petite victoire. Exactement. Il n'y a pas de petites humiliations surtout. Il n'y a pas de... Bon. Ça, on en reparlera. Pourtant, son élection n'a pas l'air de réjouir tout le monde. Pourquoi est-ce que ça passe pas ? Les gens de gauche, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient légitimement demander à Lucie Castet d'accéder à Matignon, enfin à Emmanuel Macron d'accepter que Lucie Castet aille à Matignon. Ils avaient en plus l'impression d'être arrivés premiers aux élections législatives. Et les gens du Rassemblement national, les électeurs, déjà pour commencer... avaient l'impression que le pays penchait très à droite, qu'il y avait besoin de rupture et que c'est pour ça qu'ils votent Rassemblement national et que Bardella est arrivé premier aux européennes, qu'ils sont arrivés premiers au premier tour des législatives et ils se retrouvent avec le bon vieux Michel Barnier, c'est-à-dire le gars dont on est à peu près sûr que rien ne va changer avec lui à Matignon, qui va faire quelque chose d'assez consensuel. On a la garantie qu'il n'y aura pas de grandes réformes de fait. Par exemple, à un moment, il y avait l'hypothèse Lisnard pour être à Matignon, et Lisnard avait mis dans la corbeille, il avait demandé à Macron, si vous me nommez à Matignon, je veux 2 référendums, un sur l'immigration et un sur les comptes publics. Barnier, on peut être à peu près certain qu'il n'a rien demandé à Macron et qu'il va être dans la main de Macron. Pourtant, il en avait parlé justement en 2022 de son référendum. Il avait proposé un moratoire. Un moratoire sur l'immigration. Ouais, sur l'immigration. Mais c'est pas un profil de centre-droit classique, etc. Il a proposé parfois, il s'est démarqué pendant la primaire où c'était un peu un nobody total quand même à ce moment-là pour le grand public, même si ça avait été Monsieur Brexit, puisque c'était le négociateur en chef de l'Union Européenne pour les négociations avec le Royaume-Uni. Et qui dans ce rôle-là a quand même tordu le bras de Boris Johnson pour que, en gros, l'UE soit la plus gagnante possible et la Grande-Bretagne c'est pas le but, le moins gagnant possible. Loin de nous l'idée de dire que c'est un incompétent fini ou quoi que ce soit, ou de mettre des réserves sur son profil, comme certains auraient pu le faire si ça avait été Xavier Bertrand, où au-delà de son idée et de son programme, il y aurait eu une question de personnalité et d'une certaine matière de légitimité. Dans un profil technique un petit peu hors parti, même s'il n'a jamais quitté les Républicains, Barnier, c'est pas non plus complètement improbable comme solution. Maintenant, la vraie question que ça pose, c'est sur ce qu'est le macronisme aujourd'hui, en fait, finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il nous avait promis justement de renverser la table, que c'était la fin de l'ancien monde, qu'il n'y avait plus à avoir cette droite et cette gauche qu'on connaissait. Et finalement, on se retrouve avec Michel Barnier, qui était là bien avant Macron. Qui est Macron compatible. Qui est totalement Macron. C'est Macron avec 40 ans de plus. C'est-à-dire très pro-européen, plutôt libéral sans être François Fillon ou David Lisnard, qui est capable de parler d'immigration, mais qui en réalité n'en a jamais vraiment fait quelque chose de concret dans son programme, qui est quand même plutôt apprécié à gauche, il faut le noter, dans une certaine gauche. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est ravi. Non, il a pas l'air. C'est un profil très consensuel, qui provoque une certaine indifférence, ce qui peut être perçu comme une critique, mais en fait, vu la séquence qui s'ouvre, provoquer l'indifférence, c'est pas si mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de parler à tout le monde, en théorie. Mais maintenant, sur cette question du macronisme, c'est-à-dire que là, ça va faire 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, plus de 7 ans, et on se retrouve, avant de connaître la composition du gouvernement exact, mais on se rend bien compte que ce qui va composer ce gouvernement, même si ça tient en 3 semaines, on va se retrouver avec des profils techniques assez âgés, des personnes issues du centre-droit, peut-être un peu du centre-gauche, donc un macronisme new look, en plus âgé, avec peut-être moins d'idées qu'Emmanuel Macron en 2017, et 7 ans après, 3 mois après que les électeurs aient voté en masse, de manière historique aux législatives, pour un changement profond. Moi, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quand même 330 députés dans cette assemblée qui sont soit Nouveau Front Populaire, soit Rassemblement National, et le Premier ministre qui sort de cette assemblée-là, c'est Michel Barnier, et à justifier, pour les historiens dans 20 ans, ça va être comique en fait.
pour expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et sachant que donc, le macronisme, pour prolonger ce que dit Sébastien, se termine par l'inverse de la promesse initiale. C'est-à-dire qu'il arrive en 2017 en disant... c'était presque du dégagisme, le macronisme, c'est-à-dire dégagisme des partis traditionnels que sont le Parti socialiste et l'UMP, les Républicains, / les Républicains, dégagisme d'un certain profil de politique, c'est-à-dire qu'ils sont soit énarques, soit inspecteur des finances, qui est lui-même Macron, hein, mais lui voulait promouvoir des gens de la société civile, des gens qui avaient des parcours plus inventifs que ceux auxquels on était habitué. Et on termine avec Michel Barnier qui va devoir composer un truc très cas, très négociation, effectivement, pour contenter l'aile gauche de la Macronie, qui, alors on parle, pas extrêmement satisfaite non plus, parce que tu as parlé de Jean-Luc Mélenchon, mais Renaissance, le parti présidentiel, a quand même fait un communiqué en disant qu'il ne censurerait pas a priori Michel Barnier. Donc tu as l'impression que c'est un parti politique indépendant d'Emmanuel Macron qui fait un communiqué et qui donne un espèce de blanc-seing, mais de loin. Et donc voilà, ça termine par l'inverse de ce qu'Emmanuel Macron avait promis. C'est quand même un aveu d'échec énorme aussi d'Emmanuel Macron qui aura tenté plein de noms, allant de Thierry Baudet, un mec ultra progressiste, pro-euthanasie, pro-remboursement par les mutuelles de l'euthanasie, pour la dépénalisation du cannabis, à David Lisnard, dont on connaît quand même les engagements un peu plus droitiers, et pour terminer avec Michel Barnier, qui est donc le plus petit dénominateur commun de tout le monde. Et alors justement, les autres noms, type Xavier Bertrand, avaient... tout de suite, on avait crié à la censure, la motion de censure, il n'y aurait jamais Xavier Bertrand Premier ministre. Et là, Michel Barnier, ça réagit pas plus que ça, à droite, à gauche. La grande différence avec Xavier Pourquoi Bertrand, est-ce qu'il est épargné par tout ça ? La différence entre Xavier Bertrand et Michel Barnier sur la question de la censure, c'est avec le RN. Puisque de toute manière, le Front populaire censure quoi qu'il arrive, que ce soit Xavier Bertrand, Michel Barnier, le coiffeur du coin, ils censurent. Parce qu'ils ont considéré par tactique, et je pense que c'est une erreur politique stratosphérique, que c'était Lucie Casté ou rien. Et ils se sont exclus eux-mêmes de la négociation, parce que moi je suis convaincu que si la France Insoumise notamment avait été un peu plus amicale dans ses positions et un peu plus ouvert à la discussion, on aurait très bien pu avoir un ministre de gauche ou de centre-gauche il y a plus d'un mois, type Bernard Cazeneuve, et la gauche aurait pu réclamer la victoire. Et je rajoute, là-dessus, que énorme erreur d'avoir soumis Lucie Casté, une haut fonctionnaire de la ville de Paris notoirement inconnue, et qui ne permettait aucun rapport de force politique entre Emmanuel Macron, l'opinion et eux. C'est-à-dire que personne dans l'opinion publique française suppliait que Lucie Casté, mais même chez les électeurs de gauche, soit nommé, alors qu'ils auraient proposé quelqu'un avec un capital politique propre, qui soit issu des socialistes, de LFI ou des communistes ou des écolos. C'était beaucoup plus bankable. Donc là, ils ont fait à la fois erreur de casting et à la fois erreur de donc eux, ils sont exclus tout seuls. Maintenant... Xavier Bertrand, le problème avec le Rassemblement national qui s'est posé très rapidement, c'est à la fois un problème d'ordre politique, idéologique, et surtout un problème personnel en fait. C'est que parfois la politique c'est aussi cela. C'est-à-dire que, pour dire ça un peu simplement, Marine Le Pen et Xavier Bertrand se détestent foncièrement, et je pense que c'est réciproque d'ailleurs. Xavier Bertrand, c'est donc quelqu'un qui s'est battu politiquement avec Marine Le Pen et le RN dans le Nord depuis plus de 10 ans, qui a infligé 2 défaites au RN au régional, dont une en 2015 contre Marine Le Pen, ce qui était un peu la première grosse défaite politique d'ampleur de Marine Le Pen à ce moment-là, et Sébastien Chenu en 2021. C'est quelqu'un qui s'est bâti une soi-disant carrière politique nationale sur ce fait-là, sur le fait qu'il incarnait la droite sociale qui était capable de contrer la progression du RN, ce qui d'ailleurs s'est montré à moitié, puisque maintenant le Nord c'est un bastion de députés RN conséquent. Et donc ils sont toujours écharpés dans la région. Xavier Bertrand, c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité une seule seconde à appeler à voter pour des candidats communistes ou socialistes contre le RN, à tous les échelons possibles, que ce soit au niveau départemental, local, régional, jusqu'évidemment à l'échelon national en 2017 et en 2022. Je rappelle quand même au passage, j'ai l'impression que je m'acharne contre Xavier Bertrand, mais j'ai rien contre lui, mais c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans la bouche des députés RN qu'on interrogeait sur l'hypothèse de Xavier Bertrand, c'est que Xavier Bertrand, au départemental, je crois, 2021, il a accepté d'être sur un tract des députés, des candidats socialistes et communistes
pour lutter contre le RN. Ça, c'est typiquement des petites choses qui, pour le RN, ne peuvent pas passer, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'incarnation du Front républicain, de la droite qui a tout trahi, de la pseudo-droite sociale qui, en fait, fait pas grand-chose, qui a provoqué énormément de déceptions sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc bref, pour toutes ces choses-là, Xavier Bertrand, c'était pas possible. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit très clairement à Emmanuel Macron quand ils se sont parlé, je crois que c'était lundi soir. Et Marine Le Pen lui a dit non, enfin, ce n'est pas possible. Il y a des gens au RN qui préféraient Bernard Cazeneuve à Xavier Bertrand. Après, ok, ils ont accompli leur froide vengeance en empêchant à Xavier Bertrand d'accéder à Matignon et donc de lui saboter le rêve de toute une vie. Là où on peut s'interroger quand même sur le cynisme du Rassemblement national, c'est que bon, déjà, il y a eu des cafouillages ces derniers jours. Un coup, Bernard Cazeneuve, ils étaient OK. Puis après, ils faisaient comprendre que non. Puis à un moment, ils disaient ils censuraient tout. Puis non, ils censuraient peut-être tout le monde sauf quelqu'un de technique. Alors que Marine Le Pen avait dit au début de l'été qu'un gouvernement technique, ça n'avait aucun sens. Bref. Mais in fine, ils disent oui pour Michel Barnier. On peut se demander quand même si leur oui pour Michel Barnier, ou en tout cas leur promesse de non-censure immédiate et a priori pour Michel Barnier, il n'y a pas un côté, par exemple, si ça avait été David Lisnard et qu'il avait fait son référendum pour sur l'immigration, bah, il marchait un peu sur les plates-bandes du Rassemblement national. Là, Michel Barnier, ils ont quelqu'un un peu idéal pour eux, d'ailleurs bien plus idéal pour eux que pour les Républicains, parce que les Républicains, ça va être compliqué d'être opposant à Michel Barnier, dont le gars est issu totalement de leur parti, dont il a été collègue ministériel de Laurent Wauquiez à des moments. Donc il va être dans une position très compliquée pour trouver le bon ton entre opposants, participants. En plus, ils veulent pas aller au gouvernement. Mais pour le RN, c'est nickel parce que c'est quelqu'un de centre-droit qui ira jamais assez loin sur les sujets fondamentaux du Rassemblement national et qui donc risque pas de préempter un peu de leur capital politique. Et en même temps, qui n'est pas infamant pour l'avenir de la France. Donc le RN peut se prévaloir d'avoir poussé à Matignon quelqu'un quand même de moins pire pour l'avenir du pays que, bon, Lucie Castet, j'en parle même pas, mais même que Bernard Cazeneuve, qui aurait fait une politique potentiellement de gauche. Mais bon, disons que là, ça répond plus à l'intérêt immédiat du Rassemblement national que l'intérêt de la France, parce que vraiment, je maintiens ce que j'ai dit au début. Je vous fais un spoiler de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Rien. Va pas y avoir... Et tant mieux, non, mais il va pas y avoir d'abrogation des 35 heures, va pas y avoir de réduction massive des flux migratoires, va pas y avoir de choses disruptives sur la compétitivité des entreprises ou la réduction des charges. Ou sur la dette, quoi. Va pas y avoir sur la dette, a priori, pas grand-chose. Et pas non plus, a priori, de mesures tonitruantes en faveur du pouvoir d'achat. Sur les retraites, ça ne va pas bouger. Et donc, c'est vraiment le choix de l'inertie, en fait. Et après, c'est une chose d'avoir un Premier ministre, mais c'en est une autre d'avoir un gouvernement. Est-ce que vous avez potentiellement là une idée de qui pourrait être appelé, comment va être composé ce gouvernement, avec quel type de force politique? Déjà, va y avoir le sujet des ministres en place aujourd'hui qui veulent continuer. Donc Gérald Darmanin, il aimerait bien rester à l'intérieur ou aller aux affaires étrangères, et Sébastien Lecornu aimerait bien rester au ministère de la Défense. Est-ce que Michel Barnier va avoir l'autorité suffisante et l'envie d'asseoir justement sa légitimité en poussant en dehors du gouvernement des poids lourds de ce gouvernement qui sont issus à la base de sa propre famille politique? Ça va être intéressant à observer. Moi, je pense plutôt qu'il va les garder. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il va les sortir, justement pour affirmer son autorité. Il y a aussi dans l'équation le rapport avec le Rassemblement national, donc on a bien compris aujourd'hui le faiseur de roi, c'est-à-dire que si demain le RN décide de censurer Michel Barnier, le gouvernement tombe. Donc de fait, si je prends un exemple typiquement sur le ministère de la Justice, si on parle des ministres sortants qui pourraient tenter de rester, Éric Dupond-Moretti, pour le RN, c'est une ligne rouge absolue. Donc c'est pas possible de garder Éric Dupond-Moretti. Alors que quelqu'un comme Sébastien Lecornu, qui, je sais pas si on trahit un secret, mais dont on sait qu'en privé, et le RN et Sébastien Lecornu sont pas aussi ennemis que ce qu'on peut le penser. Il y a des contacts, il y a des échanges. Le RN est capable de dire du bien de Sébastien Lecornu, et je pense que c'est réciproque aussi. Gérald Darmanin, c'est une vraie interrogation pour le coup, parce que c'est quand même un symbole du macronisme, un symbole à la fois de certaines réussites, mais en même temps d'un manque de panache et un manque de courage sur la question migratoire. Et si le RN, dans un futur... auteur de discours quand même assez offensif contre le RN. Et hostile vis-à-vis des RN. Si quelqu'un comme Gérald Darmanin était amené à rester et que le RN
ne censurerait pas ce gouvernement, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que le RN passe pour le coup pour vraiment l'allié et l'idiot utile du macronisme et de poursuivre cette inertie-là? Donc c'est extrêmement épineux. Moi, je suis persuadé que le RN va mettre des lignes rouges sur certains ministres, absolument. Je pense que c'est inenvisageable, par exemple, qu'il y ait un ministre à la fois de l'Éducation nationale, à la fois à l'économie et au ministère de la Justice, évidemment, c'est pareil de l'Intérieur, qui soient des profils issus de centre-gauche, parce qu'on n'en a pas parlé, mais de fait, il va falloir composer aussi avec tous ces élus macronistes plutôt issus de la gauche qui vont pas se laisser faire, comme l'a dit Tugdual tout à l'heure. Et qui ont l'impression que quand même Emmanuel Macron il va un peu fort de café en nommant vis-à-vis de leur point de vue Michel Barnier. C'est un choix très à droite vis-à-vis du point de vue de Valeurs Actuelles, un peu moins, mais il y a plein d'élus macronistes et c'est pour ça qu'il y a ce communiqué du Parti Renaissance qui est un peu circonspect, pour qui Emmanuel Macron n'a pas du tout écouté le choix des urnes en nommant Michel Barnier. Donc pour te répondre, le gouvernement risque de ressembler avec à la fois sur les profils régaliens, des profils assez droitiers qui sont capables de plaire ou en tout cas de contenter le Rassemblement national, sûrement une partie issue de LR pour accélérer encore et pousser LR à prendre position clairement sur est-ce qu'ils sont d'accord ou non pour gouverner avec Emmanuel Macron ou donc Michel Barnier. Et de fait, quelques profils soit estampillés gauche politique, social-démocratie, centre-gauche, soit des profils techniques. Je pense qu'on va en avoir le droit, des profils techniques plutôt ancrés à gauche dans leur position extérieure pour contenter tout le monde. Mais en fait, ce qu'on raconte là, c'est du macronisme comme on l'a vécu depuis 7 ans. Quoi. C'est juste qu'on a changé le casting. Et sans le souffle. Ah non, il n'y a plus de C'est-à-dire c'est du macronisme contraint. Là, c'était du macronisme en 2017 où il va chercher Blanquer, il va chercher Édouard Philippe, etc. Il est proactif là, Macron à ce moment-là. Alors que là, Barnier et au-dessus de lui Macron subissent les événements, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, par exemple, de prendre quelqu'un proche des LR, mais qui ne soit pas LR, puisque les LR ne veulent pas participer au gouvernement. Mais quand Sébastien parle de profil technique, ils vont être obligés de prendre des hauts fonctionnaires dont on sait qu'ils sont proches des Républicains pour contenter cette espèce d'alliés invisibles que sont les LR dans la coulisse du moment. Mais ce qui est quand même dingue sur le plan démocratique, c'est que vous avez le numéro 1 et le numéro 2 qui n'ont pas voix au chapitre, donc le RN, 126 députés, et le NFP, je ne sais pas combien, 190 députés qui n'ont pas voix au chapitre, et c'est le numéro 3 ensemble et le numéro 4 LR qui sont en surplomb de ce nouveau Premier ministre et de ce gouvernement, alors qu'ils n'ont pas de pacte programmatique, pas d'accord de coalition. Puis on prévoit leur mort depuis des années, quoi. Pour les LR, c'est vrai que c'est une sorte de hold-up et de braquage, mais même ce qui est dingue, c'est que tout ça se fait dans une espèce d'obscurité démocratique. C'est-à-dire que au moins, s'il y avait un vrai pacte entre LR et Renaissance, on comprendrait, mais là, on sait juste que c'est de leur accord tacite que naît le nom de Michel Barnier, mais pas du tout sans qu'on ait des garanties de réforme allant dans un sens ou dans l'autre. Et justement, pour revenir à la gauche, Jean-Luc Mélenchon appelle à la plus puissante mobilisation samedi. Est-ce qu'on doit craindre de potentielles émeutes avec un gouvernement qui, pour eux, sera 10 fois trop à droite ? Il y aura moins d'émeutes avec Michel Barnier qu'avec David Lisnard ou qui sais-je. Parce que comment ils vont réussir à se faire entendre, en fait, tous ces députés, ces électeurs de gauche. Mais de toute façon, c'est des cocus, les dindons de la farce depuis le début. Ils pensaient que parce que Lucie Castet avait fait l'ENA, ils arriveraient à l'imposer à Macron. Elle a même fait une espèce de grand oral avec Macron à l'Élysée, où Macron s'est vraiment bien foutu de sa bobine pour rester poli, où il lui a demandé: vous pensez quoi de l'Ukraine, la Nouvelle-Calédonie, vous feriez quoi si vous croisez Joe Biden, vous lui dites quoi? Et donc elle était trop contente de répondre à son interrogatoire. C'est ça, pour qu'un mois après, elle lui ferme la porte. Mais surtout, 20 minutes après qu'elle soit sortie de l'Élysée et qu'eux aient eu le temps de dire que franchement ça s'était bien passé, qu'elle s'était bien débrouillée dans ce grand oral, il a fait savoir que ça serait pas Lucie Castet. Donc ça, c'est vraiment l'humiliation totale, ouais. Donc ils ont aucun moyen là. Et donc les cocus là aussi, parce que c'est même pas eux les faiseurs de roi, quoi. Non, mais après la rue a toujours été, pour le cas insoumis pour le coup, parce qu'on a bien compris que la force dirigeante derrière ce nouveau Front populaire, c'était Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Moi d'ailleurs, je suis pas persuadé que le NFP ait vraiment eu
vraiment l'intention de gouverner, mais en réalité, je pense que cette situation convient parfaitement à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est ravi de ce qui se passe. Et il le fait déjà d'ailleurs. Il appelle évidemment à l'insurrection citoyenne, comme il le nomme dans la rue. Il permet de se draper d'un magnifique vêtement de victime et il a déjà dit que l'élection avait été volée. Tout ça, c'est parfait pour son... Et puis il va avoir des angles d'attaque. Il a des angles d'attaque parce que demain, Barnier il va proposer des trucs vaguement... Il a un gouvernement qui est facilement opposable quand on est de gauche. Il peut reprendre sa rhétorique très virulente dans l'opposition qu'il n'aurait pas eu s'il y avait eu par exemple Bernard Cazeneuve, typiquement, il n'aurait pas eu les mêmes armes et les mêmes angles d'attaque. Donc il va faire ce que Jean-Luc Mélenchon a toujours fait. En fait, finalement, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Moi, je pense que ça ne peut pas partir en émeute. Alors, je ne sais pas, peut-être que tout peut se passer, mais les derniers gros mouvements sociaux qu'on a vus en France, type Gilets jaunes, partaient toujours d'une mesure politique. Toujours. C'est-à-dire qu'il y avait un dénominateur commun qui était souvent la haine à Emmanuel Macron, généralement. Là, Emmanuel Macron, de fait, il est en retrait. Parce qu'il va devoir accepter de lâcher les rênes, alors à quel point on verra, mais il est en retrait en tout cas politiquement, et comme Tugdual l'a dit, je pense pas que dans les 6 prochains mois le nombre de mesures potentiellement inflammables soit très élevé. C'est-à-dire que typiquement on pourrait croire que sur une question de la retraite la rue pourrait s'enflammer, sur une question des salaires la rue pourrait s'enflammer, sur la dette, et si un jour on accepte de parler de la hausse d'impôts et de ce genre de choses, là oui la rue pourrait s'enflammer, mais vu que ça va être un gouvernement de l'inertie, on a du mal à y croire. Donc en fait Jean-Luc Mélenchon il va appeler à manifester pour lutter contre ce qu'il appelle être un refus démocratique, mais combien de temps ça tient, si vous voulez? Enfin, est-ce qu'en décembre la rhétorique de on s'est fait voler l'élection en juillet marchera toujours? Je suis pas certain. Bon bah ce sera le mot de la fin, on va attendre qu'il ne se passe rien, donc c'est à peu près ça le projet. Et merci à tous les deux. On sera très vigilants à ce qu'il ne se passe rien. Vaut mieux ça parfois.